Bonjour à tous et bienvenue à suivre dans cette édition. La toute première réunion de l'année 2019 de l'équipe pays du Compact avec l'Afrique du G20, rencontre présidée à Abidjan par le ministre ivoirien de l'économie et des finances Adama Koné. Il s'agit surtout d'attirer massivement les investissements privés en provenance des pays du G20. Toujours en Côte d'Ivoire, quel impact l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi peuvent-ils avoir sur l'économie du pays? Le canal de Vridi sera inauguré demain, jeudi 21 février, par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Enfin, la société civile s'inquiète au Nigeria. Elle s'interroge sur l'avenir de la commission électorale après le report in extremis des élections générales. Merci de nous rejoindre. Le Royaume d'Espagne veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Le vice-président ivoirien Daniel Cablan-Duncan a ainsi reçu hier le ministre espagnol de l'Intérieur Fernando Gómez au palais présidentiel. Leurs échanges ont porté sur les questions de migration et de sécurité. Enfin, le point avec Jérôme Kofi Abola. Le Royaume d'Espagne et la Côte d'Ivoire tiennent à une coopération solide et exemplaire. Toute chose qui justifie la visite de travail de 48 heures sur le sol ivoirien du ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska Gómez. Arrivé ce mardi à Abidjan, il a été reçu au palais présidentiel par le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Cablan-Duncan. Au menu de leur entretien, la question de la migration et la sécurité. Comprobar entre ambos países. Y que se ha ido fortaleciendo. Nous avons déjà un accord qui nous lie, un accord bilatéral de coopération de lutte contre la criminalité. Et c'est dans ce contexte où nous allons poursuivre et approfondir cette coopération dans plusieurs domaines. Tout d'abord dans la lutte contre l'immigration irrégulière, qui est une lutte qui est faite pour la migration légale. C'est une lutte contre les organisations criminelles et donc contre tout ce qui est fait contre la dignité des êtres humains. Il y a aussi d'approfondir la coopération dans le terrorisme international dont nous tous nous faisons face. Aussi toute une coopération dans le domaine de la criminalité organisée qui est liée au trafic de stupéfiants et tout un domaine assez ample de coopération dans la sécurité intégrale, tout ce qui est relié à la sécurité humaine. Pour des relations bilatérales sans faille, le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne sait qu'il peut compter sur les autorités ivoiriennes. À la tête d'une délégation dans le cadre de son séjour ivoirien, il a pour mission de réaffirmer la détermination de son pays à travers des échanges, à œuvrer de concert avec la Côte d'Ivoire en divers domaines en vue des intérêts communs. Et toujours dans le cadre de sa visite de travail en Côte d'Ivoire, le ministre espagnol de l'Intérieur a eu d'autres échanges. Fernando Gómez a rencontré hier son homologue ivoirien Issa Diakité. Les deux officiels ont revisité la coopération entre leurs deux pays et envisagé le renforcement de l'aspect sécuritaire. À la une également, la mise en service officielle demain, jeudi 21 février, du canal de Vridi, élargi et approfondi. Cérémonie en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À noter que cette réhabilitation du canal de Vridi permet désormais au port d'Abidjan d'accueillir des navires de nouvelle génération. On en parle avec Mahama Traoré. Le port autonome d'Abidjan. C'est 90% des échanges de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur et 83% des recettes douanières de l'État. En 2018, le trafic de marchandises s'est chiffré à plus de 24 millions de tonnes. Une place stratégique dans l'économie ivoirienne que le port d'Abidjan doit au canal de Vridi, l'ouvrage qui permet aux navires fréquentant la côte ouest atlantique de rallier la lagune Ébriée où se trouve le port d'Abidjan. Inauguré en février 1951, le canal de Vridi est depuis près de 40 ans inadapté aux évolutions du secteur maritime. Des années 70, face au boom économique, face à la croissance des échanges mondiaux,
les armateurs sont lancés dans le gigantisme. Il y a eu ce qu'ils appelaient les navires de deuxième génération, c'est-à-dire des navires qui faisaient environ 350 mètres et avec des tirants d'eau de 14-15 mètres et qui pouvaient transporter 12 000 boîtes, 12 000 conteneurs. Déjà, là, le port d'Abidjan n'était plus update. Il fallait quand même qu'on pense à se remettre à l'ordre du jour. Se remettre à niveau. En 2015, le gouvernement va ainsi lancer les travaux d'élargissement et d'approfondissement de la passe d'entrée du canal de Vridi. Objectif, permettre au port d'Abidjan d'être à nouveau capable d'accueillir les plus grands navires. Les travaux vont s'achever en 2019, coût 130 milliards de francs CFA. Le canal a été dimensionné pour recevoir des navires de deuxième génération, c'est-à-dire des navires qui font jusqu'à 350 mètres de long, avec des tirants d'eau de 15-16 mètres. Mais nous, on a opté pour faire des tirants d'eau de 16 mètres pour anticiper un peu sur le futur. Le canal aujourd'hui, qui sera inauguré, devrait nous faire vivre 150 ans au moins. Quand les infrastructures dans le port seront terminées, le port d'Abidjan pourra recevoir des navires qui vont transporter jusqu'à 12 000 conteneurs, contre 3 500 aujourd'hui. Avec le canal de Vridi redimensionné, le port autonome d'Abidjan regagne en compétitivité. Notez que depuis les années 90, il n'y a pas eu d'investissement, de renouvellement, ni de modernisation du port. Ça date. En temps, les ports à côté ont fait des investissements qui nous ont rattrapés, disons, qui n'avancent pas, reculent entre guillemets, parce que les autres sont venus aujourd'hui, ils ont fait des investissements qui font qu'en termes d'infrastructures, ils ont des infrastructures de qualité meilleures que les nôtres. Mais des infrastructures sont en train d'être construites dans le port, notamment le deuxième terminal à conteneurs, le terminal roulier, le port de pêche qui a déjà été inauguré, vous avez le terminal céréalier, le terminal minéralier, le terminal fruitier qui sera modernisé. Toutes ces infrastructures mises en place avec le canal de Vridi élargi tel qu'il est, le port d'Abidjan reprend sa place naturelle de premier de la côte ouest africaine et mieux, nous ambitionnons par ces installations-là, par ces infrastructures, d'être un port principal sur la façade atlantique d'Afrique, en Tanger, au Maroc et au Cap en Afrique du Sud. L'inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi aura lieu ce jeudi 21 février en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On poursuit avec la première réunion de l'année 2019 de l'équipe pays du Compact avec l'Afrique du G20. Rencontre présidée récemment à Abidjan par le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Koné. Objectif, attirer massivement les investissements privés en provenance des pays du G20 et maintenir le développement économique du continent africain. Les explications de Francis Boifo. La mise en œuvre des réformes contenues dans la matrice de l'équipe pays du Compact avec l'Afrique du G20 en Côte d'Ivoire a permis de nombreux acquis. Ces efforts se sont ainsi traduits par un renforcement du cadre macroéconomique avec un taux de croissance qui devrait donc ressortir à 7,7% en 2018 dans un contexte de maîtrise de l'inflation à environ 0,4% contre un seuil communautaire de 3%. En outre, l'environnement des affaires s'est amélioré. Le gouvernement ivoirien a développé plusieurs instruments visant à mobiliser l'épargne ou à favoriser le financement des entreprises. Je voudrais à ce niveau mentionner le rôle de premier plan joué par la République fédérale allemande qui a conclu avec la Côte d'Ivoire un compact bilatéral ayant permis de mobiliser des ressources pour le financement des projets tels que le projet de construction de la centrale solaire au nord de la Côte d'Ivoire et surtout de garantir l'installation de plusieurs entreprises allemandes en Côte d'Ivoire. L'équipe pays du Compact avec l'Afrique du G20 entend poursuivre les réformes et attirer les investisseurs. Un accent particulier sera mis sur l'imprégnation des organisations du secteur privé national et surtout sur la présentation des opportunités d'affaires existantes en Côte d'Ivoire et dans les pays du G20. Le gouvernement souhaite le renforcement de l'assistance des partenaires techniques et financiers dans la conduite de l'initiative Compact G20. Elle vise à créer les conditions nécessaires en vue de mobiliser massivement les investissements privés en provenance des pays du G20. Bientôt, la revalorisation de la fonction d'inspecteur général des services fiscaux en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'envisage le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Moussa Sanogo a visité récemment l'inspection générale des services fiscaux dans la commune du Plateau. Les détails avec Jean-Luc Bangbo.
L'inspection générale des services fiscaux au plateau, ultime étape de la visite que le secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a entrepris aux structures placées sous sa tutelle. Une heure d'échange au cours de laquelle les hôtes du jour ont présenté résultats, contraintes et attentes de cet organe. Le secrétaire d'État a pour sa part délivré un message de mobilisation aux inspecteurs généraux. Votre corps souffre également bien souvent de certains préjugés, puisqu'il est perçu par certains comme une voie de garage ou quelque chose qui ne serait pas suffisamment valorisant. Alors, je souhaiterais qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions ensemble prendre toutes les dispositions pour que cette vision ou cette impression erronée change. Un remodelage de l'inspection générale qui ne saurait se faire sans ces défis à relever. Cela passe par des inspecteurs extrêmement qualifiés, cela passe également par un effectif plutôt approprié aux différentes missions. Cela passe également par des inspecteurs qui seraient spécialisés, qui ont acquis les dernières techniques en matière d'audit. L'inspection générale des services fiscaux est chargée notamment de procéder à des contrôles, inspections et enquêtes sur l'organisation et le fonctionnement des services, lutter contre la corruption et toute forme de commerce des agents des impôts avec les contribuables au détriment de l'État. L'épargne désigne généralement les économies que nous pouvons faire au cours d'une vie. Jeunes ou adultes, tout le monde est donc concerné. En Côte d'Ivoire, le dépôt des banques est estimé à plus de 7 milliards de francs CFA. Alors, combien épargner? À quelle fréquence? On en parle avec Francis Boifo. Elle fait partie des premières commerçantes du marché Moufette de Yamoussoukro. Venez approcher, approchez. 500 francs seulement. Venez, 100 francs aussi, 100 francs. Colette vend ici depuis 1988. 31 ans donc au service des clients. Quand je vends, à la fin, je gagne 20 000, 15 000 par mois. Mais avec les dépenses des enfants, épargner, je ne peux pas. Puis je paie les écoles, puis la nourriture. Épargner, pas évident, même quand on est salarié ou fonctionnaire, avec un revenu régulièrement versé par l'employeur, selon Jean-Claude Kouassi. En Europe, le salaire est destiné aux travailleurs et à sa petite famille. Mais en Afrique, vu la paupérisation avancée, le travailleur est obligé d'aider les membres de sa famille. Normal, soutient ce docteur en sociologie. Baya Kwadio Bouaki explique la dimension sociale de l'épargne. Avoir de l'argent, c'est permettre aux autres aussi de vivre. Ce n'est pas thésauriser, ce n'est pas avoir ça pour soi seulement. Donc épargner, vraiment épargner, pour nous, ce qui fonctionne actuellement, c'est la capacité à investir ça dans nos rapports sociaux. Mais comment parvenir à épargner financièrement sans toutefois s'attirer la colère de son entourage? Autrement dit, comment épargner pour préparer sa retraite en étant généreux? Épargner, c'est se contraindre, soi-même d'abord. Et c'est contraindre un groupe. Il faut se dire deux choses. Si je sauvegarde une partie de mon revenu, ça veut dire que ce que je sauvegarde ne peut plus servir à alimenter mes liens de parenté ou mes rapports ou mes relations aux autres. Donc ça, c'est destiné à une chose, à se faire reproduire en vue d'investir. C'est ça. Puis de faire des formes de coordination à l'intérieur de son espace, de sorte que tout le monde oublie même que vous épargnez votre argent. Plusieurs études ont démontré qu'un travailleur aura besoin d'environ 70% de son revenu brut annuel moyen des 5 dernières années travaillées lors de sa retraite. Ce jeune est un exemple de réussite. Depuis 1998, il s'emploie à donner de l'éclat aux voitures. La peinture, c'est sa passion. À 32 ans, Bienvenu là-haut gagne sa vie. Au départ, là, ce n'était pas facile, mais j'ai serré ceinture. Avec Mobile Money, j'arrive à épargner un peu. Je mets au moins 1000 francs 500 par jour. Aller dans les maquis, les petites sorties là, je m'étais privé de tout. Je compte acheter moi-même un matériel pour pouvoir travailler, devenir un chef de patron, un chef de garage aussi un jour. Épargner, c'est difficile, mais pas impossible. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers, APBFC, donne des astuces. C'est d'abord une question de discipline personnelle. L'orthodoxie dit, en fait, sur votre salaire,
vous devez utiliser un tiers pour s'occuper donc de tout ce qui est question de nourriture, se soigner, ses déplacements. Le deuxième tiers pour payer son loyer. Et le troisième tiers pour soit épargner, soit pour investir. Quand je dis investir, c'est par exemple l'acquisition d'une maison. Avec 28 banques et 2 établissements financiers, 691 agences et 975 guichets automatiques, le secteur bancaire offre d'énormes opportunités d'épargne aux acteurs des secteurs formels et informels avec des taux d'intérêt à partir de 3,5%. Le compte d'épargne est à 3,5, donc de façon réglementée, donc jusqu'à 10 millions de francs CFA. Et après, donc au-delà, c'est une entente avec le banquier. Au 31 décembre 2017, le total des dépôts des banques s'élevait à 7 262 milliards de francs CFA, soit 9% de plus qu'en décembre 2016. Pour faire la promotion de l'épargne, l'État accompagne le secteur privé à travers la Banque des dépôts du Trésor. Elle met à la disposition de ses clients des bons et obligations. Les intérêts liés à ces produits varient selon les échéances avec une souscription minimale de 10 000 francs CFA par bon ou obligation. Pour celui qui vient prendre un bon à 3 mois, il a un taux d'intérêt de 3,75%. Et à 6 mois, on a un taux de rémunération de 4,75%. À 1 an, on a 5% net d'impôt. Pour ce qui concerne les obligations du Trésor, on a 2 échéances, 3 ans, 5 ans, c'est un peu plus long. Mais c'est toujours 10 000 francs l'obligation. Donc toute personne peut venir souscrire à ces obligations. Et là, le taux d'intérêt est de 7,25% pour l'échéance de 3 ans et 8,25% pour l'échéance de 5 ans. Dans cette banque publique, l'ouverture du compte chèque, encore appelé compte courant, est directement rémunérée à 2%, à la différence des banques privées commerciales. La Banque des dépôts du Trésor ne fait pas de concurrence aux banques commerciales. Elle accompagne l'État dans sa politique d'inclusion financière et de bancarisation. Cette synergie d'action entre le secteur privé et la Banque des dépôts du Trésor devrait contribuer à augmenter le taux de bancarisation et partant l'épargne. Elle permet aux entreprises de financer les investissements à travers des prêts bancaires et à l'État de faire face à ses dépenses et dettes. Disons que l'épargne est une véritable source de mobilisation de ressources. Cette année, l'État recherche en interne 987,9 milliards de francs CFA sur un besoin global de financement de projets estimé à 2416,9 milliards de nos francs. 9 milliards de francs CFA bientôt investis pour améliorer la qualité du service dans l'établissement des titres de transport. C'est une initiative de l'opérateur en charge des centres de gestion intégrés. Cette information a été donnée récemment lors de la rentrée solennelle de cette structure, l'occasion de faire le bilan de l'année 2018. On fait le point avec Cheikh Koné. En 4 années d'exercice, les centres de gestion intégrés ont produit 2 286 860 titres de transport, à savoir les permis de conduire, la carte grise et la carte de transporteur. Et ce, grâce à un investissement évalué à 17 milliards de francs CFA. Pour aller plus loin dans l'édition et la sécurisation de ces titres, l'opérateur en charge des centres de gestion intégrés veut innover. Ça fait pratiquement 2 ans que nos équipes travaillent à proposer cette année un certain nombre de solutions aux populations totalement dématérialisées. Ces solutions-là vont permettre effectivement de faciliter la vie des populations. Donc les investissements aujourd'hui qui sont prévus pour 2019 en relation également avec la thématique de la mobilité sont estimés autour de 8 à 9 milliards. Avec cet investissement, l'opérateur lancera dans le courant de l'année 2019 des services digitaux pour la dématérialisation des procédures, l'intégration à une plateforme commune de l'ensemble des acteurs intervenant dans le processus de traitement et d'édition des titres de transport, mais surtout le lancement du projet de gestion de la mobilité intelligente. C'est un projet qui présente un certain nombre d'acquis qui ont permis d'améliorer l'accessibilité aux services publics sur l'ensemble du territoire, mais qui permettent aujourd'hui d'avoir un outil très puissant de modernisation du secteur de transport. Qui Puce Afrique a en charge la conception, l'ingénierie, le financement et l'exploitation d'un système de gestion intégré de l'ensemble des activités du transport routier.
Cette mission de service public lui a été confiée par l'État de Côte d'Ivoire afin de constituer une base de données unique, fiable et sécurisée qui regroupe les registres des conducteurs, des véhicules et des transporteurs. Dans l'actualité également, la Côte d'Ivoire à l'école de l'artisanat allemand. Le ministre Sidi Konaté a visité récemment des ateliers et centres de formation en Allemagne. Les temps forts de ce séjour avec Francis Boiffaut. Le ministre de l'artisanat et sa délégation en visite dans plusieurs ateliers de fabrication de machines pour menuiserie. Sidiki Konaté a également visité des centres de formation professionnelle pour s'imprégner des réalités et leur mode de fonctionnement. Cette école serait un système phare vraiment pour le processus de traitement de bois au sein de la formation par alternance menuisière en Côte d'Ivoire. Le président de cette école s'engage à faire ce modèle d'école en Côte d'Ivoire de façon à ce que la jeunesse ivoirienne puisse profiter de ce genre de système comme la jeunesse allemande en profite. La mission du ministre de l'Artisanat en Allemagne s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat entre le comité directeur des chambres de métiers ouest-allemandes et la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Nous avons été très bien reçus par le ministère et les différentes chambres de métiers, avec beaucoup d'amitié, avec une volonté aussi d'aider la Côte d'Ivoire dans sa phase de restructuration de son système d'apprentissage et de formation. Nous avons en Allemagne un partenaire fiable et des visites sont prévues sur le terrain pour en tout cas approfondir ce travail et développer un concept propre au partenariat qui va régir désormais les chambres de métiers en Allemagne et les chambres de métiers en Côte d'Ivoire et le ministère de la coopération et de l'artisanat. En Allemagne, ce sont les chambres de métiers qui régissent le secteur de l'apprentissage et de la formation continue par alternance appelée formation professionnelle duale. 2019, quelles sont les actions prioritaires du ministère de l'Environnement et du Développement durable? Selon le ministre Joseph Seka, son département va mettre l'accent sur la mobilisation des ressources et la protection et la préservation de l'environnement. Plus de détails avec Grace Kando. 7 mois après sa nomination à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Seka décline les actions prioritaires de son département. Des actions dans le cadre du Programme national d'investissement PND. Le PND 2016-2020 mettra désormais l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment par le développement d'infrastructures économiques et de qualité, prenant en compte les préoccupations liées à l'aménagement du territoire et la préservation de l'environnement. Pour contribuer à la préservation du climat et d'un environnement sain pour les générations futures, des actions ont été définies. La protection, la préservation et la restauration de la capacité des écosystèmes à fournir des biens et services indispensables aux populations, l'amélioration de la qualité des milieux restricteurs et du cadre de vie, la mobilisation des ressources en vue de remédier simultanément aux problèmes de développement économique, durable et social sans épuiser les ressources naturelles. Le ministre Seka a aussi annoncé la construction d'une maison de l'environnement et d'un centre numérique des données environnementales et sociales, des projets qui s'inscrivent dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne. Autre actualité nationale, des saisies de bois frauduleux se sont multipliées récemment dans le district d'Abidjan, notamment dans les communes de Koumassi et Bingéville. C'est un coup de filet de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention du ministère des Eaux et Forêts. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts adoptée par le gouvernement en mai 2018. Les explications de Mahama Traoré. Coup de filet réussi pour la brigade spéciale d'intervention des eaux et forêts dans le district d'Abidjan. Suite à un appel anonyme, les éléments de la brigade ont intercepté un camion de 20 tonnes chargé de bois frauduleux dont la destination est cet entrepôt dans la commune de Koumassi.
Dans cet entrepôt de plusieurs locataires, ces bois seront disséminés sur le marché local. Cet entrepôt constitue aussi un marché de vente de bois. Les agents de cette unité y ont découvert de grandes quantités de bois sciés à façon. Cette quantité de bois saisie dans la commune de Koumassi est évaluée à environ 90 mètres cubes pour une valeur financière de 8 millions de francs CFA. Cap sur Bingerville, ici à la brigade spéciale d'intervention, est stationné un camion remorque de 30 tonnes appréhendé sur l'autoroute du Nord en provenance de Gagnoa. À l'intérieur, une cargaison de bois composée de chevrons de Badi, Framiré et Badema. Le volume de cette saisie est estimé à 150 mètres cubes, soit 7 millions de francs CFA, dans les localités de Biankouma, Odiéné et de Séguéla. Ce trafic de bois a occasionné la perte de plus de 170 arbres pour un préjudice financier de 42,5 millions de francs CFA. Les missions de la brigade d'intervention des eaux et forêts visent la réhabilitation et l'extension de couverts forestiers ivoiriens. À Beauville, dans la région sud du pays, les producteurs de cacao expriment leur satisfaction. Ils notent en effet un bilan positif au terme de la campagne 2018. Des réflexions pour vulgariser l'agriculture en Côte d'Ivoire. Les responsables de l'Institut international de la nutrition des plantes ont échangé il y a quelques jours avec les dirigeants de l'Institut national polytechnique Félix Fouette-Boigny de Yamoussoukro. Le point avec Patricia Omouetia. Le secteur agricole demeure le moteur du développement économique de l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, le secteur reste confronté à de nombreux défis, notamment la dégradation des sols, la fertilité et les aléas climatiques. Pour trouver la voie d'une fertilisation efficace, les échanges au cours de cette rencontre se sont basés sur les principes du concept de 4B de la gestion des éléments nutritifs qui définit la bonne source, la bonne dose, le bon endroit et le bon moment d'application des engrais. Certains engrais ne sont pas utilisés à la dose qu'il faut et parfois aussi ce ne sont pas des bons engrais qui sont utilisés. Il y a des études qui ont été déjà faites pour montrer parfois que les éléments qui sont inscrits sur les paquets, ce ne sont pas réellement les vraies doses qui sont utilisées. Ce qui va nous intéresser, c'est de travailler réellement avec les paysans. Le mémorandum d'entente entre l'INPNI et l'INPHB est conclu pour prévoir et encourager la coopération entre les deux instituts. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec l'INP parce qu'au niveau de l'éducation, ça va nous apporter beaucoup. La mission de l'IPNI est noble et doit être pérennisée en Afrique de l'Ouest où le défi de la gestion durable de la fertilité des sols reste pertinent. Je voudrais rassurer à cet effet l'IPNI du soutien du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire dans ses efforts de contribution à la résolution des problèmes de productivité des cultures vivrières et de rente. Au thème des travaux en session, les participants ont convenu d'initier un dialogue permanent entre les institutions régionales de recherche et de services scientifiques. Hors de chez nous, la société civile s'interroge au Nigeria sur l'avenir de la commission électorale après le report in extremis des élections générales. Enfin, en Espagne, Mariano Rajoy, chef du gouvernement au moment de la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017, va témoigner le 26 février prochain dans le procès de 12 dirigeants indépendantistes. Les explications de Herman Guivet. Au Nigeria, les élections générales reportées par la commission électorale. Ce n'est pas la première fois qu'un scrutin présidentiel est reporté dans le pays, reporté en 2011 puis en 2015 pour des raisons sécuritaires. Le scrutin devrait se tenir ce samedi. La tension est montée d'un cran cette semaine entre les deux principaux partis qui s'accusent mutuellement de vouloir saboter le scrutin. Rappelant que plus de 84 millions d'électeurs, 72 candidats à la présidentielle et plus de 4000 autres candidats sont directement concernés par ces élections présidentielles et sénatoriales. En Espagne, la Cour suprême a affirmé que Mariano Rajoy est attendu à la barre de témoignage dans le contexte du procès d'un indépendantiste au nombre de 12 le 26 février 2019.
Son intervention à ce procès lors de la 7e journée d'audience donnera une clarté à cette tentative de sécession de la Catalogne, puisqu'il était au moment des faits, en 2017, le chef du gouvernement espagnol. À ce titre, il avait suspendu l'autonomie de la Catalogne et procédé à la destitution du gouvernement régional séparatiste de Carles Puigdemont après le vote au Parlement catalan de la déclaration unilatérale d'indépendance. Merci de nous avoir suivis.